Bonjour. Au Salon international de l'agriculture, il y a le côté face où des dizaines de milliers de personnes découvrent l'agriculture française à travers une communication ludique. Et puis, il y a le côté pile. Le Salon international de l'agriculture, c'est aussi un salon professionnel où se joue l'avenir des filières agricoles. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces exposants professionnels. Au niveau professionnel, le salon, ça m'apporte une visibilité. Le monde agricole aime bien avoir leurs interlocuteurs en face. Là, c'est un bon moment à passer avec le monde agricole. On rencontre des clients français, étrangers, beaucoup de clients d'Afrique. Hier matin, il y avait le ministre de Côte d'Ivoire qui était sur mon stand. C'est l'occasion sociale de se regrouper, de retrouver beaucoup d'acteurs au même endroit et donc de pouvoir se réunir et se voir à cette occasion-là. Et c'est aussi pour nous l'occasion de voir ce qui se passe, comment évolue le monde agricole, quelles sont les autres innovations, les nouveautés, et de pouvoir ainsi éventuellement trouver des synergies, des collaborations avec certaines personnes et sur certaines technologies qu'on n'aurait pas forcément imaginées au préalable. Parfois, c'est ici qu'on amorce les échanges qui vont nous permettre ensuite de déboucher sur des contrats. Donc c'est un moment très important quand même dans la vie, ou en tout cas dans l'année de notre société. Pour nous, le salon, c'est un rendez-vous qui est essentiel à deux titres. Alors, il est essentiel au titre professionnel puisque c'est un endroit où nous allons rencontrer des opérateurs du monde entier qui viennent chercher à la fois du savoir-faire, de l'accompagnement. C'est aussi un grand moment institutionnel puisque nous recevons la plupart des délégations ministérielles et que c'est à l'occasion de ce salon de l'agriculture que les grandes histoires d'amour naissent et que des opérations peuvent devenir possibles dans le futur parce qu'on a créé une niche de confiance. Le salon nous apporte du point de vue professionnel un lien avec des clients, des prospects qu'on a l'occasion de croiser dans l'année en région et qui sont nombreux à venir à se rendre ici sur le stand pour venir découvrir nos solutions. Nous, ça nous donne une visibilité, ça nous permet de faire connaître l'outil technique. Pour nous, être au Salon de l'agriculture avec la ferme digitale a un vrai intérêt surtout politique et institutionnel. Puisque nous, en fait, dans notre démarche, on essaye vraiment de lutter contre le brûlage des ceps de vigne à l'air libre. Et pour cela, on veut vraiment interpeller tout ce qui va être donc, du coup politique à différentes échelles. Là, l'idée, c'est qu'en fait, en 9 jours, on peut rencontrer tout le monde. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est surtout de montrer concrètement comment on va pouvoir transformer leur lait et pour qu'ils puissent se projeter. Depuis 2018, nous avons fait le choix de venir en tant qu'exposants et c'est un choix qu'on ne regrette pas du tout parce qu'il nous permet en fait d'aller vraiment à la rencontre des éleveurs français qui viennent et qui participent au concours. Ça apporte de la visibilité, ça fait connaître notre application auprès du grand public mais aussi et surtout des professionnels. Et avec les professionnels, c'est aussi des rencontres, un moyen d'avoir de nouveaux clients et de nouveaux prospects. Au SIA, on remarque qu'il y a beaucoup d'internationaux depuis le début du salon. Ça nous permet de voir qu'il y a de l'intérêt pour ce qu'on fait à l'étranger aussi. Et donc nous, bien qu'on développe notre application en France, ça nous permet aussi de voir plus loin, voir ailleurs à l'international. En tant que partenaire privilégié depuis des années, ça fait plus d'une quarantaine d'années que De Laval assure la traite à Paris. Et ça nous permet d'être proche des éleveurs, donc de l'élite des éleveurs laitiers en France, les meilleures vaches bien entendu, et de pouvoir montrer notre savoir-faire, notre compétence au niveau de la traite. Le salon de l'agriculture à Paris, pendant une semaine, c'est vraiment le moment privilégié pour pouvoir rencontrer de multiples acteurs qui font le secteur agricole. Et puis aussi les agriculteurs eux-mêmes, et puis pourquoi pas aussi de faire découvrir que le secteur agricole, c'est aussi une bonne expression de la technologie et pour le numérique, justement, de nouveaux usages. Le salon de l'agriculture, c'est en fait l'occasion de rencontrer les acteurs de l'élevage en général, mais ça fait l'occasion de rencontrer les gens dans un autre cadre que le cadre institutionnel plutôt convenu d'un conseil d'administration. Je pense que pour de la communication, c'est important de faire voir qu'on est là, quoi. On fait partie d'un groupe
du groupe des éleveurs et du groupe des OPA surtout. Le SIA pour nous c'est réussir à rencontrer l'intégralité des acteurs. Il y a des éleveurs qui sont au concours, mais il y a également tout l'environnement autour de l'élevage. Il y a une part d'échanges qui se font de manière opportuniste. Quelqu'un qui regarde le stand, il s'arrête, ça l'intéresse, on commence à discuter et d'un coup on se rend compte qu'il fallait qu'on se rencontre. Jean-Luc Poulain, vous êtes président du Salon international de l'agriculture, mais vous êtes aussi et avant tout agriculteur. Alors le Salon de l'agriculture, on le connaît pour sa vitrine, son image auprès du grand public, mais c'est aussi un rendez-vous professionnel. En quoi le Salon de l'agriculture est un vrai rendez-vous professionnel ? On est en train de développer de manière très sensible cette année un secteur professionnel sur le matériel et notamment le matériel d'élevage. Mais à mon avis, c'est appelé à se développer dans les années qui viennent. En tout cas, la demande est là. C'est aussi un salon professionnel parce qu'un agriculteur, même s'il travaille seul dans sa ferme, il est en contact avec ce qu'on appelle les organisations professionnelles agricoles, les chambres, les syndicats, la banque, l'assurance, la mutualité sociale agricole. Et tous ces gens-là se trouvent ici. Et puis enfin, c'est un rendez-vous professionnel parce que du côté de la recherche et de l'innovation, on a un rayon, entre guillemets, start-up qui se développe, qui propose des nouvelles choses. À l'heure où l'agriculteur doit se transformer pour quitter le produire plus vers du produire mieux, les startups sont là pour nous aider. Alors vous évoquiez les agrofournisseurs avec une tendance, une demande. Comment elles s'illustrent les surfaces d'agrofournisseurs, d'exposants professionnels à destination des agriculteurs, elles augmentent ? Oui, elles augmentent, je vous dis, elles augmentent de manière sensible, elles ont doublé. On a équipementier de pneus, équipementier de transport d'animaux d'élevage. On a aussi, au travers de la salle de traite, une visibilité et qui sera encore beaucoup plus grande l'an prochain sur les salles de traite. On a l'agro-matériel, c'est-à-dire un tracteur qui fonctionne avec peut-être l'énergie de demain que sera le gaz, tout ça c'est présent sur notre salon. Et dans le hall 4, on voit aussi un espace start-up très développé. Oui, il se développe chaque année. Alors nous l'appelions par le passé la ferme X.0. Maintenant on l'appelle le coin des startups parce que les startups sont de plus en plus nombreuses. Elles viennent à la rescousse de l'agriculteur dans son travail quotidien et surtout dans l'évolution de son travail quotidien, un peu comme la mécanisation est venue remplacer le cheval il y a 70 ans. Et enfin, les interprofessions. Alors les interprofessions, c'est un lieu d'échange, de débat. Et tout le monde est réuni là pendant une semaine. Tout le monde se met autour de la table. Oui, vous avez tout ce qui est organisme qui gravite autour de l'agriculture. Alors les organisations politiques bien sûr, mais pas que. Vous avez aussi toutes les organisations de services. Vous y trouvez les SAFER, vous y trouvez les interprofessions, vous y trouvez tout ce qui peut vous aider à développer votre exploitation, les centres de gestion, etc. Les notaires, tout le monde est là. Et c'est un endroit incontournable si vous voulez concentrer vos rendez-vous et progresser rapidement. Alors on a par exemple vu lors de l'inauguration Emmanuel Macron s'arrêter au stand Interfel pour évoquer le plan de souveraineté alimentaire. Alors justement, on vous propose de découvrir ce qui se passe derrière les coulisses, dans les coulisses d'Interfel, avec un rendez-vous de professionnels. Le Salon international de l'agriculture, c'est d'abord le rendez-vous des professionnels. L'interprofession, quand elle décide d'être présente avec ce stand, c'est d'abord pour permettre aux professionnels de la filière, à l'ensemble des professionnels, on est une interprofession longue qui va de la production jusqu'à la distribution. On leur met à disposition un lieu où pendant 9 jours, ils vont pouvoir se réunir, se rencontrer, dialoguer, régler un certain nombre de problèmes quand ils en ont, pouvoir discuter effectivement des dossiers en cours au sein de l'interprofession. Pour l'ensemble des visiteurs qui viennent sur le salon, c'est sûr qu'ils ne voient que la partie extérieure. Mais effectivement, quand on passe les portes, on a un espace pratiquement encore plus grand qui est destiné
comme je le disais, d'abord aux professionnels pour qu'ils puissent se réunir, pour qu'ils puissent se retrouver, discuter, et qui est aussi un espace qu'on réserve à nos rencontres avec le monde institutionnel au sens large. Et ça, c'est un moment très important parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que le Salon de l'agriculture, comme les visiteurs peuvent le voir, il rassemble toutes les filières, mais vraiment l'ensemble des filières agricoles et agroalimentaires en un seul lieu pendant 9 jours. Donc en fait, pendant 9 jours, vous arrivez à voir et à organiser un certain nombre de réunions que vous mettriez en temps normal, presque un an et demi à organiser dans un agenda normal. Là, en 9 jours, tout le monde est présent, donc on se rencontre tous les uns les autres, et surtout, on rencontre les politiques qui viennent nous rencontrer, avec lesquels on peut échanger, discuter d'un certain nombre de dossiers pour pouvoir faire avancer les sujets qui sont importants pour la filière. On est aussi sur un salon international de l'agriculture et on sait que c'est un salon qui draine et qui attire beaucoup de délégations étrangères, beaucoup de ministres étrangers, y compris des commissaires européens et des membres de la Commission européenne. Et donc on profite de ce salon-là en France pour recevoir, c'est un des axes aussi importants pour nous, puisqu'on se veut et on garde cette volonté exportatrice sur un certain nombre de productions. Et donc on reçoit ces délégations étrangères. On a reçu le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, on a un certain nombre de délégations étrangères, notamment le commissaire européen qui vient, et puis on a des choses beaucoup plus concrètes et qui peuvent être beaucoup plus liées à des sujets du moment. Par exemple, on a sur la pomme la volonté d'ouvrir le marché mexicain, il y a des discussions en cours, et ben on a l'ambassadrice du Mexique qui va venir sur le salon et qui passe par le stand d'Interfel. Donc on crée et on noue des relations aussi avec des délégations étrangères qu'on pourra aller revoir sur des salons internationaux dans d'autres moments. Mais tout ça se passe effectivement et prend source au Salon international de l'agriculture. Alors je suis avec Olivier Allemand, commissaire général du concours général agricole. Alors en quoi ce concours est vraiment un élément professionnel, a une importance pour les éleveurs, les professionnels de l'agriculture? Oui, donc au-delà en fait, de la reconnaissance de l'excellence française, ce qui est important pour les professionnels, c'est la dimension business et économique de ce concours général agricole. Par exemple, pour les concours produits et vins, il faut savoir qu'à partir du moment où on a une médaille, c'est en fonction des catégories entre 18 et 40% de chiffre d'affaires en plus pour le producteur ou pour le viticulteur. Et pour les éleveurs, pour les animaux, à partir du moment où on a une plaque en fonte, donc qui reconnaît l'excellence génétique de cet animal, eh bien, il y a deux sources de business. Il y a effectivement la valorisation des éjaculats génétiques, parce que là aussi ça se valorise, et de deux évidemment la valorisation de la viande et du lait qui découle de cette excellence. Ça veut dire que pour les professionnels, les éleveurs, les agriculteurs, les producteurs qui présentent des produits, il y a quand même un stress quand on vient à Paris parce qu'il y a un enjeu économique derrière? Ah mais c'est exactement ça. Il faut les voir attendre les palmarès tous les soirs. Ils jouent, je vous le disais, au-delà de la reconnaissance, ils jouent réellement une valorisation économique qui est importante pour eux. Alors on le voit ici, il y a beaucoup de concours, il y a une sélection des meilleurs animaux, mais il existe pourtant d'autres concours d'animaux, des concours nationaux. Pourquoi Paris garde un petit peu, reste un peu à part pour les éleveurs? Alors le concours général agricole à Paris reste, comme vous le dites, dans le cœur de tous les éleveurs à part, parce qu'effectivement, c'est le plus ancien, il date depuis 1870, et encore une fois, en termes de connaissances par l'ensemble des professionnels, c'est celui qui a, j'allais dire, la plus grande reconnaissance, parce que les jurys sont d'une qualité drastique. À partir du moment où on a une médaille ou une plaque en fonte au concours général agricole, on sait que ça a été jugé par des professionnels aguerris. Donc c'est des pros jugés par des pros, quoi. C'est des pros jugés par des pros. Et alors au niveau génétique, vous accueillez aussi des délégations étrangères, il y a un business qui se crée, c'est plus facile de les faire venir à Paris qu'ailleurs? Alors évidemment, là c'est le travail qu'on fait avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. En fait, on invite chaque année une quinzaine, vingtaine de délégations étrangères pour montrer l'excellence justement génétique des races françaises, et on leur présente sur un ring, on leur présente justement ce qu'on fait de mieux pour valoriser justement la commercialisation à l'export. Alors quelques chiffres pour conclure sur ce concours général agricole. Oui, alors les chiffres de l'édition 2023, c'est 20 330 produits et vins, c'est 2500 animaux qui sont en finale ici à Paris, et c'est plus de 8000 jurés professionnels qui vont décider justement de l'attribution des médailles ou pas. Eh bien merci beaucoup Olivier Allemand. Pour illustrer ce caractère professionnel et cet enjeu économique, on va aller découvrir la vente aux enchères de la race limousine.
Ça nous permet de valoriser les meilleurs animaux de notre exploitation, puisque les animaux qui sont présents ici, les 11 vaches qui vont être présentées cet après-midi à la vente aux enchères, sont les meilleurs animaux de boucherie préparés par ces éleveurs-là. Il faut savoir qu'il y a une sélection qui s'organise tous les ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit les animaux présentés, c'est un peu l'exception de en viande de race limousine, proposée à des bouchers, à des grandes et moyennes surfaces et aussi un peu des restaurateurs qui sont tous engagés dans une filière blason prestige. Ça nous permet de communiquer autour du bon produit que l'on peut produire toute l'année et ça entretient des très bonnes relations avec nos acheteurs qui nous sont fidèles tout au long de l'année, c'est-à-dire que là c'est un animal exceptionnel, peut-être le meilleur, qui participe, que l'on propose à une vente aux enchères, donc qu'on valorise un petit peu plus. Mais on le valorise parce qu'on a l'ensemble de la filière qui nous achète, eux, les animaux tout au long de l'année. Et ils acceptent de payer un animal un peu plus cher une fois dans l'année, mais ils jouent le jeu tout au long de l'année. Et c'est une communication positive aussi bien pour nous, mais aussi pour eux, pour dire voilà, j'ai acheté le meilleur animal de cet élevage qui me propose des bons animaux tout au long de l'année. Et j'accepte là aussi de le payer un petit peu plus cher. Au niveau de l'image de marque, ça représente beaucoup. Donc le client il est prêt à payer cher pour manger dans mon restaurant cette viande sélectionnée pour l'occasion, quoi. Donc c'est la vitrine du Limousin qui est à Paris. On est face aux grandes surfaces, on est face aux bouchers évidemment. Et il suffit d'avoir des gens qui veulent acheter, qui ne se sont pas forcément donné un budget et tout peut être possible aujourd'hui. Donc on va s'accrocher et on va être très attentif. C'est vrai que quand on a la chance d'y participer, c'est un peu une notoriété, une glorification de l'élevage qui nous permet d'entretenir des bonnes relations commerciales avec nos clients et promouvoir les produits et les descendants de ces animaux-là. Je suis avec Xavier Passemard, directeur biométhane de GRDF. Alors, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer quel est le rôle de GRDF dans la méthanisation agricole? Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait des acteurs en France, et notamment les agriculteurs, qui investissent dans des unités de méthanisation pour produire du gaz vert et pour injecter ce gaz vert dans les réseaux. Et donc, nous, GRDF, on essaye de faciliter, d'accompagner ces agriculteurs pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Alors, GRDF est présent au Salon international de l'agriculture depuis 4 ou 5 éditions. Alors, qu'est-ce que vous venez y chercher? Alors, le Salon de l'agriculture, c'est une formidable vitrine. C'est une formidable vitrine parce que d'abord, ça nous permet de mettre en valeur au niveau du grand public le gaz vert, mais c'est une formidable vitrine aussi parce que notre écosystème, l'écosystème qui tourne autour de la méthanisation, il est présent au salon. Et donc c'est l'occasion d'abord d'organiser un certain nombre de rendez-vous et en un lieu unique de rencontrer ces acteurs-là, mais c'est aussi une vitrine parce que à cette occasion-là, on va signer des accords, des partenariats avec les organisations qui travaillent avec nous. Alors qui travaillent avec nous, par exemple, dans la recherche et le développement, on signe des partenariats avec l'INRAE, mais aussi des signatures sur, par exemple, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui est le principal syndicat qui regroupe les producteurs et porteurs de projets, avec lequel on travaille pour essayer de trouver les meilleures solutions pour les aider à se développer dans la méthanisation. Qu'est-ce qu'il y a comme perspective pour la méthanisation agricole? On a beaucoup parlé du gaz russe, on allait couper les robinets. Est-ce que la méthanisation agricole peut supplanter le gaz russe en France? Alors, la consommation de gaz russe, c'était, puisque maintenant ça ne l'est plus, 17% de la consommation globale de gaz en France. Le hasard des choses fait qu'on estime, nous, au niveau des acteurs de la filière, que le potentiel de développement du gaz renouvelable en France, à l'horizon 2030, ça représente 20%. C'est-à-dire que de façon très caricaturale, on est capable de remplacer ce que représentait le gaz russe par du gaz renouvelable qui va être produit par les agriculteurs. Donc on est au cœur de l'actualité.
Le Salon international de l'agriculture, c'est un salon professionnel. Alors qu'est-ce qui inquiète les cadres de GRDF? Quelles sont les rencontres? Quel est le sujet d'actualité? Le sujet d'actualité, c'est de faire en sorte que la méthanisation s'accélère. Enfin, vous avez vu l'actualité avec la loi d'accélération linéaire. On voudrait que cette filière, qui a une croissance de 60% par an depuis 5 ans, continue à se développer parce que le potentiel dans les territoires est bien là. Et si on veut atteindre les 20% de gaz renouvelable, il faut absolument qu'on passe à la vitesse supérieure. Et pour passer à la vitesse supérieure, l'État a un rôle. L'État doit aider à financer ces opérations pendant cette phase-là. Et donc aujourd'hui, on met la pression, gentiment bien sûr, sur l'État pour faire en sorte que les outils de financement qui seront mis à la disposition pour accompagner le développement et accélérer le développement de la filière soient mis en place le plus rapidement possible. Vous êtes dans le hall 4, il y a aussi les startups. Est-ce que vous avez des échanges avec ces jeunes pousses? Alors, on a énormément d'échanges avec les startups parce que l'écosystème de la méthanisation est très très riche et on a pris cette habitude de lancer des appels à projets de façon assez régulière sur des sujets divers et variés autour de la méthanisation. Et donc, un des sujets, par exemple, que je peux vous citer, vous savez que quand on produit du méthane, on produit aussi du CO2 qu'on va extraire du gaz pour avoir du méthane le plus pur possible et avoir les mêmes caractéristiques que le gaz naturel. Et bien avec ce CO2, on peut aussi l'utiliser, le recombiner avec de l'hydrogène et refaire du méthane. C'est ce qu'on appelle la méthanation. Et bien, dans le cas des appels à projets qu'on lance sur ce type de sujet, on a plein de startups qui répondent, qui se mettent aux côtés soit des collectivités, soit des agriculteurs pour faire en sorte de proposer des solutions de méthanisation qui vont permettre de produire à la fin beaucoup plus de méthane. Au-delà des enjeux énergétiques, les startups agricoles travaillent aussi sur les enjeux environnementaux. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de Jérôme Leroy, le président de la ferme digitale. L'objectif de ce salon sur le stand de la ferme digitale et sur l'espace qu'on appelle l'espace Agritech, c'est de faire se rencontrer les acteurs innovants, leurs clients, les collectivités qui font énormément de visites aussi sur le stand de la ferme digitale. On a beaucoup de délégations françaises, des régions françaises, de délégations internationales qui viennent découvrir les différentes innovations Agritech, donc du producteur au consommateur, pour aussi faire découvrir tout ce que la France a d'intéressant en termes de dynamique entrepreneuriale. La première attente de nos membres, c'est de se revoir. On fait 5 ou 6 salons par an. Le SIA est notre événement phare puisque c'est là où on s'est créé en 2016. On a démarré par 85 mètres carrés avec 5 entreprises, avec 35 salariés dans ces 5 entreprises. Aujourd'hui, c'est 800 mètres carrés, plus de 120 membres et 60 entreprises qui exposent cette année sur le SIA. Et notamment 20 parmi ces 60 qui n'avaient jamais exposé encore sur le stand. Donc tout l'objectif de se réunir sur un salon comme le SIA, c'est que les entreprises rencontrent leur écosystème, rencontrent leurs clients, rencontrent des futurs partenaires, nouent des liens, initient des premières relations pour ensuite développer des projets tout au cours de l'année. Et donc on a déjà eu des exemples d'entreprises qui ont invité des collectivités, qui ont invité des coopératives, des agro-industriels et qui réfléchissent ensemble à des problématiques communes qui ensuite se retrouvent dans des projets collaboratifs, des projets communs où les startups vont collaborer avec des grands groupes, collaborer avec des coopératives, collaborer avec des collectivités. Et donc l'objectif du SIA, c'est de faire se rencontrer tout le monde, soit pour faire un bilan des partenariats de l'année passée, soit pour préparer les partenariats à venir. On présente 60 innovations, 80 conférences, 9 jours, donc un groupe d'innovation par exemple d'un acteur, d'une coopérative, d'un négociant, d'une chambre d'agriculture va découvrir ces différentes innovations sur un stand de 800 mètres carrés en sélectionnant les sujets qui l'intéressent et renouer ensuite après le salon des liens. Et notre enjeu, c'est de montrer que l'entrepreneuriat privé est très très dynamique en France et peut et sait collaborer avec l'écosystème agricole pour diffuser ces innovations au service des agriculteurs. Et c'est aussi, en premier lieu, rencontrer des agriculteurs tout au long de la semaine qui vont partager leurs expériences et qui vont venir découvrir aussi des innovations pour revenir avec l'envie d'implanter ces innovations dans leur ferme directement après le salon. L'agriculture se digitalise, mais elle repose toujours sur la compétence d'hommes et de femmes. Le recrutement des professionnels de l'agriculture est un des enjeux actuels. Le salon de l'agriculture est important pour nous, puisque nous on communique sur 2 parties. Sur la partie en fait modernité des agroéquipements avec le simulateur de conduite,
Et sur la partie, en fait, on a des besoins en recrutement qui peuvent intéresser toute personne qui passe et toute personne qui a des compétences techniques. En termes de chiffres, on estime qu'il y a à peu près 1500 postes vacants actuellement qui pourraient être pris tout de suite si les gens postulaient. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le salon de l'agriculture est un bon endroit. Parce qu'il y a aussi une partie des Parisiens qui se disent tiens, le retour à la terre et aller en zone rurale c'est intéressant. Mais aussi on voit beaucoup de visiteurs qui ne sont pas en fait de la zone Île-de-France et qui viennent poser des questions sur l'agroéquipement. C'est des gens qui ne sont pas du milieu agricole et qui se disent tiens, on n'a pas forcément des contacts. Et comme on est là, on va en profiter pour faire de la découverte des métiers de l'agriculture auprès de jeunes qui ne connaissaient pas forcément, notamment ni la Prodema, ni vraiment tous les métiers liés à la mécanique agricole. Donc sur le salon de l'agriculture, on profite aussi de ce moment pour communiquer sur les nouveaux chiffres de l'emploi. On a fait toute une étude en fait, d'évolution des compétences à l'horizon 2030. Et on estime qu'il nous manquera en fait, entre 10 et 18 000 personnes, selon les scénarios d'évolution, à l'horizon 2030 dans la filière. Entre le turnover, entre les départs en retraite et aussi entre la création d'emplois liés en fait, à l'évolution technologique des matériaux. Nous, les qualités qu'on recherche, c'est des gens qui ont des compétences de base en hydraulique, en électronique, en mécanique. C'est quelqu'un qui est curieux et qui va se dire je vais continuer à me former. Parce que les technologies évoluent, on ne peut pas leur dire dans 5 ans ça sera exactement cette technologie-là. Il faudra se dire je serai capable d'aller me former sur cette nouvelle technologie quand j'en aurai besoin. Le salon de l'agriculture, c'est aussi un moment où on va avoir vraiment des contacts de gens intéressés qui vont nous poser des questions sur les formations. Nous, on a pris des contacts avec notamment des jeunes et des parents qu'on va recontacter suite à ça pour les orienter sur l'agroéquipement. Et ça, pour nous, c'est plus du professionnel parce que c'est notre mission d'être à la Prodema, d'aller aider les jeunes à s'insérer dans la filière. On l'a donc vu, le Salon international de l'agriculture développe son côté professionnel. On retiendra quelques chiffres. Le salon, c'est 33 000 visiteurs professionnels qui sont allés à la rencontre de 1000 exposants issus de 22 pays. Tous se donnent déjà rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2024.